Merci de votre présence et de votre accueil. On va démarrer cette session d'une heure, ça devrait suffire, mais il y a beaucoup de petits points, donc on ne va pas trop tarder. On va démarrer. J'ai l'honneur donc de vous présenter le futur de C#. Je m'appelle Mitsuru Furuta, je suis associé d'une start-up parisienne. Il y a mon Twitter ici, je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'y réponds quand on me pose des questions. Et j'ai été dans une ancienne vie speaker technique pour Microsoft, dans les années .NET, on va dire, début 2000. Et je continue à développer également en C#, et puis c'est toujours un plaisir de venir suivre un petit peu l'actualité et de les partager avec les développeurs. Donc c'est parti pour cette session sur le futur de C#. J'ai mis le futur parce que j'en avais marre de mettre toutes les versions à chaque fois, 6, 7, 8, etc. Et puis vous savez que depuis quelque temps, avec le projet Roslyn, le langage lui-même est devenu open source. Il y a des releases constantes. Vous pouvez même, si ça vous amuse sur GitHub, récupérer la build du vendredi. Et donc les nouveautés s'accumulent. Il y a quand même évidemment des versions majeures. La prochaine sera la 8. Mais il y en a déjà eu pas mal depuis la 7 que j'avais présentée l'année dernière. Donc on va revoir un petit peu tout ce qu'il y a eu de nouveau depuis la 7 et toujours parler un petit peu de la philosophie de l'évolution du langage, qui est vraiment une chose importante pour comprendre ce qui se passe. Donc les slides, bon, il y en a très peu, hein, il y aura surtout beaucoup de démos. Donc il y aura deux grandes parties, une partie sur 7.x, voir qui est déjà accessible, peut-être que vous utilisez déjà si vous mettez à jour Visual Studio 2017, et vous pouvez augmenter le niveau du langage, on le verra ensemble. Et puis sur des points qui ne sont pas encore accessibles, il y en a certains dont je vais déjà pouvoir faire des démos, d'autres qui sont encore à l'état d'étude, et j'exposerai tout ça. Voilà, et puis un petit peu parler de la philosophie, parce que c'est ça qui est important. Donc C#, la première version, c'était en 2002, donc ça fait presque une petite vingtaine d'années. C'est un langage qui continue d'évoluer. Les langages, c'est vraiment des programmes, ce sont des programmes évidemment, qui ont des évolutions lentes. Faire évoluer un langage, c'est assez risqué également, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière sur une syntaxe, sur un mot-clé. Donc il y a beaucoup de précautions qui sont prises dans le fait de faire d'évoluer des syntaxes. En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est de coller aux demandes existantes. On l'a vécu il y a quelques années avec les mots-clés, le support de l'asynchronisme. Et encore aujourd'hui, sur la mobilité, sur plein de nouvelles plateformes cibles, il y a plein de nouvelles cibles intéressantes qu'on essaye de suivre avec ce langage. Donc ça reste un langage moderne à l'échelle d'autres langages qui sont plus statiques, plus durs à faire évoluer. Et voilà, on essaye d'avoir une balance intelligente entre l'agressivité, c'est-à-dire apporter beaucoup de nouveautés, et rester relativement legacy avec les millions de développeurs qui continuent et qui utilisent C# aujourd'hui. Voilà, donc on va démarrer sur les démonstrations. Comme je vous l'ai dit, on va partir de 7.0. Je ferai quelques rappels, parce que je sais qu'il y a déjà pas mal de nouveautés en 7 que tout le monde n'utilise pas. Donc je ferai quelques rappels au fur et à mesure que je ferai la démo des éléments qui sont arrivés entre la version 7 et la version 8. Alors vous allez voir, il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y en a qui sont sur la performance, il y en a qui sont sur l'objet, il y en a qui sont sur la facilité d'usage. Et on va découvrir ça tous ensemble. Alors, après, il y a un grand écran, donc vous devez bien voir. Premier petit point, c'est symbolique, hein, j'ai pioché quelques exemples. Il y a quelques éléments de langage qui se sont assouplis. Je prends un exemple tout simple ici. Je calcule la somme des carrés ici, avec une expression link, et j'aimerais rendre asynchrone cette méthode, parce que potentiellement, s'il y a 1 million d'éléments à calculer, ça peut être long, j'aimerais le faire dans un thread à part. Donc je vais compute, je vais commencer par isoler ça dans une méthode, et puis ici, je vais faire tout simplement un task.run de ma méthode.
compute. Voilà. Et ici, j'ai une petite erreur ici. Il y a pas mal de prototypes. Il y a 8 prototypes qui sont définis ici. Évidemment, le compilateur n'acceptera pas d'ambiguïté. Il doit savoir quel est le prototype qu'il doit appeler. Et par contre, ici, il devrait le trouver, mais comme c'est pas extrêmement clair, il préfère aujourd'hui mettre une erreur. Donc vous allez voir ici que dans cette démonstration, je me foule pas trop, puisque je vais juste corriger ça en basculant en 7.3. Donc c'est un nouveau support. Ça, c'est un genre de correction qu'on aimerait tous faire tous les jours. Voilà, c'est corrigé. Donc tout simplement ici, le compilateur s'est un petit peu assoupli pour se dire ouais, bon, parmi les ambiguïtés possibles, ici, de façon compute, il n'y a qu'une seule version de la méthode, donc je sais laquelle prendre, donc je la prends. Également, ici, dans les petits assouplissements, dans un seul prototype qui a plusieurs paramètres, vous savez que depuis C# 6, il me semble, vous avez la possibilité de faire des paramètres nommés, peut-être même avant, peut-être 5, c'est-à-dire un petit peu comme on faisait en Office, écrire ici, par exemple, function, deux points. Et pour dire, ici, c'est le paramètre fonction, ce qui me permet de me passer potentiellement de l'ordre des paramètres. Cette fonctionnalité, pendant longtemps, elle n'a été acceptée que sur les paramètres de fin du prototype. Désormais, toujours évidemment dans le contexte où il n'y a pas d'ambiguïté, on accepte désormais de les mettre un peu partout dans l'appel de la méthode, pas uniquement en fin. Voilà, donc ça ce sont des tout petits exemples, hein, mais il y a quelques assouplissements où le compilateur peut être un petit peu plus smart, parce qu'il n'a pas d'ambiguïté, il sait quoi résoudre. Donc voilà quelques petits exemples. Il y en a pas mal, il y en a quelques autres, je ne vais pas tous les énumérer, mais c'était un premier exemple. Ici, le support de la généricité, donc les generics. Les generics, vous savez qu'il y a des contraintes. Quand vous faites une méthode avec un paramètre générique t, si vous faites ça, t ici, il est object. Si vous avez une classe de base où vous dites, bah, je sais que t c'est au moins une personne ou un animal ou une shape, vous pouvez rajouter ici des contraintes génériques, voir t de point est égal à un certain type. Ici, on ne pouvait ni mettre ni enum ni delegate. C'est désormais possible en C#.3. Donc ici, j'ai fait un petit exemple. Test. J'ai fait une énumération days qui est facile à comprendre. Saturday. D'accord. Et je vais sur cet enum. Cet enum, elle est de type flags. Il y en a des attributs flags ici. Et vous savez que si vous isolez au niveau binaire chacune des valeurs, donc 1, 2, 4, 8, 16, c'est-à-dire qu'elles ne marcheront pas dessus si vous en faites la somme, vous êtes capable de stocker en une seule variable plusieurs valeurs potentielles. Et ici, dans la définition même de l'enum, en C#, on a la possibilité de mettre la somme. Ici, donc le week-end, par exemple, c'est Saturday, alors ou en binaire, mais plus la valeur de Sunday, donc ça vaut les deux valeurs. Et ici, il faut avoir une compréhension binaire, du coup, de la représentation pour se dire, est-ce que D appartient à l'ensemble au week-end? Donc comment on fait? On est obligé de faire un et binaire avec days.weekend. D'accord? Et puis ici, alors, une priorité des opérateurs, vérifier qu'il y a au moins un bit en commun. Oups. Voilà. Donc finalement, une instruction assez technique, pas très fonctionnelle, pour se dire que D est bien dans l'ensemble week-end. Maintenant, vu que j'ai je peux mettre des contraintes sur les énumérations, ici j'ai créé une classe d'extension, myExtensions, dans laquelle j'ai créé une méthode d'extension que j'ai appelée contains, avec un paramètre t, qui est une enum. D'accord? Donc ça marchera avec toutes les enums. Alors this, c'est le premier paramètre sur lequel je vais étendre la méthode. Et puis ici, donc, il y aura un paramètre à passer pour savoir s'il contient un élément ou pas. Ici, on va retrouver le même et binaire que vous avez vu tout à l'heure, dans la première écriture. Ici, j'ai quelques logs. Et puis, je renvoie la valeur booléenne qui dit si l'élément est inclus dans l'autre ou pas. Du coup, ici, enum test, à la place de ce et binaire de calcul ici, je vais pouvoir écrire weekend.contains d, ce qui est un petit peu plus sympa à écrire. Voilà. Donc,
C'est encore une toute petite nouveauté, hein, mais désormais on peut rajouter des contraintes génériques sur des délégués ou des énumérateurs. Donc c'est des énum. C'est ce que je viens de faire ici dans cette petite démonstration. Je remonte ici dans les éléments. Tuples equals. Alors, pour ceux qui se... Est-ce qu'il y en a qui sont à jour au moins sur C# 7 dans la salle? Bon, pas mal de gens quand même. En C# 7, donc depuis longtemps, hein, on a tuple.create et on peut faire passer des paramètres, test et 12. Et je vous rappelle que sur cette instance, du coup, automatiquement, il y a 2 paramètres. Donc ça vous évite d'avoir créé une structure de manière explicite. Très rapidement, vous avez un petit paquet qui vous permet de hoster ces 2 propriétés. Cette structure elle a un petit peu évolué, surtout au niveau de la syntaxe. Désormais, cette écriture fait exactement la même chose. Et quand je fais toto point, j'ai item et puis, alors mat.py, je vais commencer par mettre 12 plutôt. Ici, on a item 1 et item 2. Finalement, la structure qui va être générée, elle a 2 propriétés qui sont de type chain et de type int. Et par contre, je peux nommer ici name value . Et du coup, ici, à la place de item 2, qui ne sont pas super sympas à lire, j'ai name et value. Mais finalement, fonctionnellement, si j'ai à comparer les valeurs, dans ma première ou ma seconde écriture, j'aimerais quand même que les données soient comparables. Parce que la seule chose qui a changé, ce sont leurs accesseurs à ces 2 propriétés. Et c'est quand même galère de ne pas pouvoir les comparer. Donc désormais, les tuples pourraient être comparés par valeur. Donc c'est-à-dire que ici, si je mets pi également ici, petite finesse, si jamais vous mettez une propriété, il va inférer un petit peu le nom avec le paramètre qui est passé, ce qui est rigolo. Et du coup, je vais pouvoir faire if toto égale, et le comparer avec des valeurs. Donc je vais mettre test et puis 12. Donc là, il va pouvoir faire cette comparaison membre à membre, alors que toto, il a des propriétés qui s'appellent name et puis pi, alors que lui, c'est item 1 et item 2. D'accord? Donc un tout petit changement, mais qui est assez pratique lorsque vous manipulez des tuples pour pouvoir les comparer. Voilà. Vous remarquez que je ne me foule pas trop, je n'ai pas encore lancé de l'application, mais bon, on reste pour le moment dans la syntaxe, c'est pas très important, on fera des runs un peu plus tard, on y vient doucement. Ici, ref in. Est-ce que tout le monde connaît le mot-clé ref? D'accord? On passe les paramètres par valeur ou par référence. Ici, quand on met ref, on passe donc par référence, ici, le n qui est un entier. Quand est-ce qu'on utilise ref? Alors, je sais que vous êtes trop nombreux pour me répondre, mais il y a 2 raisons principalement. C'est quand on veut avoir le retour de la valeur. C'est-à-dire qu'ici, mon entier, si je ne mets pas ref, si je mets int, et que je le modifie ici, je modifie une variable locale qui n'aura pas d'impact sur le plan. Mais il y a une autre raison. Si ici je passe un tableau de 1 million de données, d'int, ou une structure qui est énorme, alors pas un tableau, mais une structure, elle est recopiée. Donc ref, dans l'esprit, je passe un pointeur, c'est-à-dire qui fait 4 octets quoi qu'il arrive, quelle soit la taille de ce que je passe. Donc ça peut être aussi une très bonne raison d'utiliser ref pour ne pas faire de recopie. Ceux qui font du DirectX, par exemple, qui trimballent non-stop des très gros buffers, de float, etc., connaissent ces techniques. Évidemment, ce serait une énorme erreur de recopier l'ensemble de structures. Donc il y a ref. Il y a un paramètre qui est techniquement et quasiment pareil, qui est out, mais qui oblige à renseigner la valeur. C'est-à-dire que si je n'affecte pas de valeur à i, j'ai une erreur. Donc je m'attends à ce que ce soit une valeur de sortie, ce qui est une des possibilités pour une méthode de renvoyer plusieurs valeurs. Aujourd'hui, je vous conseille beaucoup plus d'utiliser des tuples, d'utiliser la valeur de return, d'autant plus qu'elle est compatible avec l'asynchronisme. C'est un autre débat. Mais on a rajouté un petit mot ici dans C# qui est in. Vous allez me dire, ça sert à quoi ça? Donc in,
ça veut dire que je passe par référence i, mais je ne peux pas en modifier la valeur. Donc on n'est pas du tout dans le scénario où j'utilise ref pour pouvoir récupérer la valeur modifiée, puisque j'ai plus le droit de la modifier. Par contre, ici, c'est intéressant, c'est comme si j'avais passé mon paramètre en ref et en read-only. Ça me permet d'interdire l'écriture de i, tout en ayant l'avantage de passer une référence, c'est-à-dire d'être performant si ma structure fait plusieurs mégas à passer, par exemple. D'accord? Donc c'est une référence en read-only. Et vous voyez ici que i est souligné, il ne compilera pas. Donc je vais remettre ref pour pas qu'il m'embête. Span, on reste toujours un petit peu dans la gestion de la mémoire. Ici, j'ai un code extrêmement simple. Je déclare un tableau de 10 éléments. Je parcours ce tableau que je remplis et j'affiche les lignes. Alors, pour la première fois, je vais lancer l'application. Voilà, voilà. Donc, je lance l'application. Ouf. Je lance l'application. Mince. Attendez, je vais juste... Il y a un code qui s'affichait, c'est ça? Oui. J'ai dû... Non, donc ça faisait pas... Il y a un readline là, donc j'ai dû coller, je sais pas quoi. Un crack de logiciel sûrement. Voilà. Donc ici, j'affiche ce superbe programme, une boucle for qu'on pourrait faire en première heure d'apprentissage de la programmation. Où je suis ici. Voilà. Et je vais parcourir ce tableau avec une espèce d'interface minimale. Finalement, un tableau, quelle que soit sa nature, que ce soit un buffer, un array ou autre chose, il a une certaine taille et il y a un indexeur qui me permet d'accéder à l'élément n. Je vais ici écrire span égale array.asSpan. D'accord? Et la syntaxe est intéressante ici, c'est pas toSpan, c'est asSpan. Déjà, moi, en tant que développeur, quand je tombe là-dessus, j'ai un peu l'intuition qu'il ne va pas y avoir de recopie. C'est pas toArray où je reconstruis nos structures, c'est un as. Et en effet, ici, le span va être une vue sur ma source. Alors, première chose ici, est-ce que je peux le parcourir? Ici, visiblement, en effet, je peux le parcourir, j'ai les mêmes données. Et je vous ai dit que c'était une vue, ce n'était pas une recopie. Du coup, je peux même le déclarer avant. D'accord? Et je continue bien à remplir array, et non pas span. Et j'ai le même résultat. D'accord? Donc c'est bien une vue. Et même après avoir fait mon asSpan, si je modifie les valeurs de la source, si je reparcours le span, je pointe même sur les nouvelles valeurs, ce qui me fait utiliser cette notion de vue. Depuis ce span, j'ai des instructions qui sont intéressantes. Je vais en prendre une partie, une tranche, span.slice, et depuis l'élément 1, je vais en prendre 3 par exemple, et puis ici je vais parcourir slice. D'accord? Donc là ça devient très intéressant. Normalement pour faire ça, on est obligé de jouer, retomber sur des boucles for, et non pas for each, de jouer avec les index, etc. Là on modifie juste la vue, et en tant que développeur, vous pouvez continuer à travailler sur la source, qui aura l'ensemble des données, ou sur le span, qui sera une vue complète ou restreinte de votre source de données. D'accord? Le span est également accessible en écriture. Donc vous pouvez écrire ici span sur l'array. J'ai pas mis slice, hein, donc span. Et donc ça fonctionne également. Okay? Donc c'est vraiment très pratique. Quand vous voulez pas, imaginez qu'en plus vous voulez passer en paramètre ce span, la moitié ou une partie d'un buffer, il n'y a pas de problème. Avant, on passait un array, on lui disait bah, tu te débrouilles entre tel index, te gourre pas. Maintenant, on peut passer un span et pourquoi pas un slice. Autre avantage de cette structure, c'est qu'elle peut avoir plusieurs sources de données. Ici, je sais que ce n'est pas une instruction qu'on utilise tous les jours, mais un stack alloc, ça permet d'allouer un tableau, non pas sur le tas, mais sur la pile. C'est-à-dire qu'en paramètre local, exactement comme un int i que je reposais ici,
j'aurai mon tableau. D'accord? Donc, je n'ai pas fait de new d'ailleurs, j'ai mis stack alloc à la place. C'est une mémoire qui est non managée. C'est-à-dire que par défaut, le stack alloc, il me renvoie un pointeur de int dans ce cas-là. Donc, si je fais Toto ici, c'est un pointeur de int. Pourquoi je suis souligné en rouge ici? Parce que je n'ai pas le droit de le manipuler dans un environnement qui est safe. C'est-à-dire que je suis obligé, et là on part dans la galère, de déclarer ma méthode unsafe, de déclarer mon assembly unsafe, etc., etc. Ici, avec le span, non? Pardon? Ah oui, c'est le nom, merci. TMP. Oui, je manque de... TMP, voilà. Je vais pouvoir accéder à ces mémoires. Ça peut même être de la mémoire système qui vient d'un global alloc. Je peux, avec span, du coup, pointer de manière managée et safe sur de la mémoire globale, de la mémoire qui est pinée par le système, par tout type de mémoire, ou managée, hein, comme je l'ai fait dans ce premier exemple, et de donner finalement à mes API toujours le même type d'accesseur, un span. Donc c'est vraiment très pratique. Okay, voilà pour cette première petite série démos, éléments sur lesquels vous avez peut-être déjà commencé à jouer, parce qu'ils sont accessibles, hein, si vous suivez les évolutions soit de Roslyn, donc là vous faites ce que vous voulez, mais ou soit de Visual Studio, donc officiellement, hein, le C# 7.1, 7.2, 7.3 ont été réalisés, donc vous les utilisez peut-être depuis quelques temps déjà. Et puis, et donc ici, on va passer maintenant aux nouveautés qui sont disponibles dans Roslyn en test. Et pour ceci, je vais basculer sur un autre environnement, donc c'est un autre Visual Studio, mais avec une autre configuration. Voilà, là je m'aperçois que j'ai oublié de nettoyer 2-3 trucs, donc là vous ne regardez pas. De toute façon c'était compliqué, donc voilà. Et on devrait y être. OK. Donc, range and index. Ça ne fait pas le mec qui a répété il y a 1 heure. Voilà. Alors, ici, j'ai fait un tableau tout simple. C'est un array d'entiers. Encore, vous allez me dire. Et comment on accède à un élément? Ici, on a le droit de mettre un index. Jusque-là, c'est niveau CP. Égal writeLine de i. OK? Si jamais je veux prendre le dernier élément, comment je fais? .length, -1. OK? Est-ce qu'on est tous d'accord que cette syntaxe, elle est chiante? Hein? Il y en a, c'est count, il y en a, c'est length, il y en a, c'est machin, il faut faire le -1, etc. C'est galère. Donc, en Python, on peut écrire ça. -1. Mais en C#, comme l'indexeur est surchargeable et libre, c'est un petit peu galère. Donc on a pris un autre choix, on a pris le chapeau. D'accord? Et donc ici, c'est le dernier élément, c'est le count -1, length -1 de la séquence. OK? Alors, là je sens que vous avez besoin de le voir pour le croire. Donc je vais le lancer. 5, c'est bon, tout le monde voit 5? Okay. Donc il a bien pris, c'est exactement l'équivalent de length -1, et évidemment on peut mettre -2 par exemple. Okay. Donc là ça marche bien. Donc on décompte depuis la fin, alors qu'évidemment que l'indexeur naturel, indexé à 0, démarre de la gauche. Comment ça marche? Pour le moment, c'est basé sur une classe. Ça sera certainement à la fin, dans l'implémentation finale également, mais pour le moment, la classe est relativement libre. Donc ici, je vais faire un nouvel index. Je vais prendre l'élément 1, from end, false. Et voilà pour le moment sur quoi est câblé le compilateur. Donc j'ai bien 1 ici, et si je mets ici true, j'aurai le dernier élément. D'accord? Alors ce qui est rigolo pour le moment dans cette version, c'est que cette classe, elle est chez moi. Elle est dans mon projet. Donc il y a une classe qui expose 2 propriétés. Value, qui sera l'indexeur, et puis un booléen qui dit si je pars de la fin ou pas. D'accord? Et voilà. Donc on peut jouer avec ça, on peut s'amuser. Et alors un truc qui pourrait être sympa aussi, ça rejoint un petit peu les slices. Si je veux les éléments de 1 à 4, ben désormais je vais pouvoir l'écrire.
Alors, c'est plus var i, évidemment. Je vais faire for each, var i in, voilà, de 1 à 4. Vous allez voir que la borne 4 est exclue. D'accord? Donc, c'est de la première borne à gauche incluse à la dernière borne à droite exclue. Et alors, ici, c'est rigolo parce que je peux omettre le dernier paramètre. Donc ici, je vais exclure le 0. D'accord? Et je peux le faire dans l'autre sens. Je peux dire de là jusqu'à l'avant-dernier. D'accord? Même petite ruse ici, new orange. Non. Random, non. New orange. Et ici, vous avez quoi? Vous avez, alors c'est un peu petit, mais vous avez 2 index. En effet, vous m'avez vu manipuler à droite et à gauche des 2 points, chapeau, 1, machin, etc., les index qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est le même élément. Donc évidemment, dans les versions finales, ces structures seront dans le framework quelque part, mais elles sont déjà testables ici aujourd'hui. Point 2. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que tant qu'on a la main dessus, on peut implémenter par exemple enumerable sur mon range. Alors avec des -1, tout ça n'a pas tout le temps du sens, mais je vais prendre un exemple qui marche. Donc si jamais le range, donc vous avez compris que ça se transforme en range, que le 1 se transforme en index, c'est ce que va générer le compilateur. Et ici, je peux me passer, je peux dire ici de 1 à 2. D'accord? Alors ça fait que 1, c'est pas terrible comme test, mais de 1 à 20 ici. D'accord? Donc pour initialiser une énumération, c'est assez rigolo d'utiliser cette syntaxe. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de dire un tout petit mot tout à l'heure ici sur les spans. Donc je reviens 2 secondes dessus. Ici, imaginons que slice pointe sur une source avec 1 million d'entiers. Le fait de faire for each int va remonter ces entiers. Donc si vous vraiment allez jusqu'au bout et pointer sur les entiers qui sont à l'intérieur de votre buffer sans les recopier un par un, vous pouvez rajouter également ref ici devant le for each. Voilà, tout petit oubli, désolé, on revient à nos moutons de C#8. Donc voilà pour les ranges et les index. Ici, le pattern matching. Donc ça, c'est un point qui est super intéressant. Est-ce qu'il y en a qui font du F# un petit peu, ou qui jouent avec, en tout cas, aujourd'hui? Vous avez vu que depuis pas mal d'années déjà, on tend, avec C#, à donner un goût fonctionnel, avec des lambdas, avec le var, avec l'inférence de type, les generics, à tendre vers un peu ce qu'on a ce qu'on a dans F#. Et ici, l'idée, c'est de continuer toujours un peu plus loin. Et donc, je vais quand même faire un petit rappel sur un point qui est important ici. Quand on a un tuple, on peut le déconstruire. Est-ce que ça parle? Non, bon, je vais partir de l'idée que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, si j'ai un tuple qui est ici, je peux le projeter dans des variables. Je me trompe d'ailleurs, var name var i. D'accord? Je peux faire ça, et mon tuple, ici, j'ai 2 variables, name et i, qui ont repris les valeurs qui étaient à l'intérieur de mon tuple. D'accord? Donc là, vu que c'est des valeurs immédiates, ça paraît un peu couillon, mais si vous aviez un tuple t, vous pouvez reprojeter name et i dans les valeurs que vous voulez. D'accord? Et ici, vous pouvez dire, celui-là, il ne m'intéresse pas. Donc je vais l'omettre avec le caractère underscore ici, qui fait office de wildcard. Okay? Donc là, j'ai juste extrait name de mon élément. Cette déconstruction du tuple, elle est ouverte aux développeurs pour l'utiliser dans vos propres classes. C'est-à-dire qu'ici, dans la classe personne, j'ai raté une méthode qui doit répondre à un certain prototype. La méthode doit s'appeler deconstruct, doit être de retour void, et passer autant de paramètres que vous voulez en out sur les valeurs que vous voulez ressortir de votre classe. Donc moi ici, c'est facile, hein, j'ai first name et last name dans la classe personne. Mince. Je suis ici,
Voilà. Donc, ce que j'ai fait ici avec ça, vu que j'implémente des personnes, mais je peux faire first name var last name. OK? Et si j'ai besoin que du prénom, je peux omettre celui-là. OK? If, alors je peux faire des tests. Ça, c'est nouveau dans C# 8. If P is personne. Vous êtes prêts pour la syntaxe? C'est parti. Personne, étoile, virgule, furuta. Voilà. Et j'arrive ici. Si P a comme contrainte ici la valeur furuta sur la probabilité last name. D'accord? Donc là, on rentre dans des syntaxes qui peuvent paraître un peu tordues, mais qui sont assez pratiques et surtout qui sont expressives. Ici, on va s'attaquer au switch. Donc là, j'ai rempli, imaginons que j'ai un tableau de personnes, que je passe un élément donc, quelconque à une personne, et ici, j'ai oublié de vous montrer, j'ai une petite hiérarchie. Vraiment rikiki, j'ai même pas mis de propriété. Professeur dérive de personne, et student aussi, il a un level, etc. Ça va plus loin. Ok. Ici, je retourne sur mon switch, et ça, j'en ai rêvé, mais pendant je ne sais pas combien d'années sur C#. Le switch en tant qu'expression. Switch, aujourd'hui, c'est un statement, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas de valeur. Ici, il implémente des returns, mais je pourrais très bien avoir des instructions void, break, et jamais de return. Quand je veux renvoyer une valeur, donc c'est finalement un petit peu l'équivalent de l'opérateur ternaire, mais avec plein de valeurs. Switch, telle condition sur ma valeur d'entrée, alors je retourne telle valeur, alors je retourne telle valeur, alors je retourne telle valeur. Eh bien, ça a été ajouté dans C# 8. Vous êtes prêts? Personne, switch, donc c'est assez malin au niveau de la grammaire parce qu'on conserve le mot-clé switch déjà existant évidemment, mais avec une autre syntaxe. Case, bon, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qui nous a aidé à rendre concis les méthodes depuis pas mal de temps? Ce sont les lambdas. Ici, ce n'est plus un statement, c'est une liste, donc je vais mettre une virgule. Puis là, bon, on va enlever 3/4 des trucs. Le return, la virgule. Par défaut, wildcard, la lambda par défaut, return on l'enlève, et voilà. Ça va tout le monde? Et ça, je vais faire result égale, d'accord, et voilà. Et donc result, c'est une chaîne de caractères qui vaut soit ça, soit ça, soit ça, vous l'aurez compris, suivant le switch dans lequel elle dégringole. Alors, ma méthode, c'est une méthode ici, donc je peux faire return. On va noter un petit peu. Return. Voilà l'expression. Alors, on a un petit pattern matching déjà dans C# 7. Donc, la syntaxe que j'avais au début là, marchait déjà dans C# 7 avec le when. Ici, on peut aller un peu plus loin, parce qu'il y a encore un peu trop de mots, je trouve. On peut faire, donc je fais quoi ici? Finalement, mon premier case, c'est est-ce que ma personne est de type professeur, est-ce que le last name égale furuta? Eh bien, je peux ici faire professeur P moi, je ne sais plus. Ah oui, ou var. Var, first name. Alors j'essaie de refaire first name, last name. C'est bon, on s'accroche. Voilà. Donc, hop, first name. Voilà. Donc ici, je teste directement le type, exactement dans le if que j'ai écrit un peu plus haut. Je teste la valeur furuta. Éventuellement, ici, je peux mettre un wildcard si la valeur ne m'intéresse pas. Par contre, si parmi tous les gens qui ont ce nom de famille, ce qui m'intéresse, c'est de traiter le prénom, je peux le projeter ici. Il faudra que la classe implémente la destruction, comme le tuple,
pour pouvoir projeter la valeur first name ici dans une variable fn et que je réutilise ici. D'accord? Donc beaucoup de mots qui sont enlevés, de la simplification, une syntaxe qui est, même si elle est troublante, je vous l'accorde au début, qui est plus expressive, il y a moins de mots à lire, c'est plus proche d'un langage naturel. Et surtout ici, ça renvoie une valeur. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que c'est une expression, et par rapport au statement, ce qui est vraiment très pratique à avoir. Si vous voulez aller un peu plus loin, évidemment, vous pouvez dire, tiens, la valeur que je vais balancer ici, ça pourrait être un tuple. Et puis là, vous pouvez faire des cases avec les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure. Évidemment, vous pouvez combiner tout ça à volonté. Ok, voilà. Je vais finir par 3 exemples qui ne sont pas des moindres, sur lesquels je vais pas faire de démo, je vais juste l'illustrer parce que les binaires étaient un peu compliqués à installer en parallèle de ceux que j'ai déjà utilisés. Un qui a fait couler beaucoup d'encre pendant pas mal de temps, la problématique à $1 million si on devait faire quelque chose. Vous savez qu'en .NET, on a 2 grandes familles de types. On a les références et les types primitifs. Les références peuvent être nulles, donc toutes vos classes, et les types primitifs tels que int ou les structures ne peuvent pas être nuls. Si vous faites un entier i, vous pouvez mettre 1, 2 ou 100 000, mais vous ne pouvez pas mettre nul. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ok. Par contre, les types références, le pointeur lui-même peut pointer vers une de vos instances ou être nul. Ok. La plupart du temps, quand on arrive dans une méthode qu'on veut rendre relativement pure, assez autonome sur son exécution, on commence par checker les paramètres. Ok? Parce que ici, alors dans une méthode, excusez-moi, qui accepte des paramètres de type référence. Ici, j'ai fait une méthode non-nullable qui prend un type personne en paramètres. Potentiellement, P est nul. Et potentiellement, si j'écris P.name, ça peut me soulever une exception. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sécurise ma méthode. Et je me souviens plus de la statistique, mais c'est assez énorme. Dans un projet, c'est les lignes là, les checks de nullable, je crois que c'est 10% du code qu'on écrit. Donc c'est un petit peu galère. Alors autant c'est galère, autant parfois fonctionnellement on l'utilise. Par exemple, si j'ai une donnée qui vient de la base de données, il y a peut-être un DB nul, peut-être que la valeur fonctionnellement est nulle. Donc moi, quand j'arrive dans C#, je relis mon API SQL ou web, et potentiellement l'élément est nul. Ben, très bien, moi j'ai le nul en C#, et je vais l'utiliser fonctionnellement. Donc je vais faire dans ma couche d'assez bas niveau un getCustomer. S'il n'a pas été trouvé, je renvoie nul. C'est le contrat que je propose à ceux qui utilisent mon API. D'accord? On l'a tous fait, je pense. Utiliser nul comme valeur fonctionnelle pour dire, par exemple, je n'ai pas trouvé. Okay? Donc le nul, d'un côté, il nous embête parce qu'il nous fait faire énormément de lignes de code pour checker et gérer de manière propre les exceptions si jamais on passe à un paramètre nul pour sécuriser nos méthodes. Et d'un autre côté, on l'utilise quand même parce que c'est quand même pratique d'avoir une version nulle. Et ce qu'il aurait été possible de faire, et ce qui va être proposé avec C# 8, c'est de faire des types de références non nuls. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était capable d'écrire int i égale 12 et que tout le monde comprend qu'on ne peut pas écrire nul. Ça, c'est quasiment intégré dans l'ADN de tous les développeurs. Par contre, vous savez que depuis pas mal d'années, C# 2, il me semble, on peut faire une version nullable de ce type-là, et c'est-à-dire que ça peut être 12 et ça peut être nul. Ben, l'idée, ce serait de faire l'inverse. C'est-à-dire que sur personne, on va certainement rajouter un type non-nullable type. Alors, partez pas tous en courant, pas encore. Ça ne va pas tout casser dans vos projets, mais donc le nom est purement de mon choix pour le moment ici. Mais l'idée, c'est que la classe personne, les variables de type personne, le pointeur ne pourront pas avoir de valeur nulle. Si vous mettez nul, alors je vous rassure, ça compilera, mais vous aurez un warning qui vous permettra, au moment de la compilation,
de faire un très bon check de tout ce que vous avez écrit. Tout à l'heure, je vous ai dit que fonctionnellement, imaginez un getCustomer qui récupère un élément de la base de données ou d'une API quelconque. À bas niveau, oui, on va traiter ce nullable. Et on va dire, si c'est nul, de toute façon, on n'en fait rien de ce customer. Par contre, après, dans les classes de plus haut niveau, on aimerait se passer de ces tests. Pour autant, dans toutes les méthodes de plus haut niveau, register, print, tout ce que vous voulez sur customer, sur personne, sur la classe, on sait que c'est non nul, parce qu'on l'appelle et on l'a déjà checké à bas niveau. D'accord? Donc on aimerait avoir un code plus fiable, où on n'a pas à mettre tous ces if. D'accord? Et bien donc c'est ce qu'on va proposer dans C# 8. Ce sont des types qui seront définis non nullable, alors que ce sont des références. Et vous aurez un warning si jamais vous mettez nul. Pour autant, ces types, vous pourrez les rendre nullable avec le point d'interrogation. Ah, le monde à l'envers. C'est exactement la même expérience qu'on a int, avec int, mais inversé. Par défaut, ils seront comme un int. Et vous n'aurez pas à écrire, et vous serez validé par le compilateur que ces éléments seront non nuls, avec des warnings, pour assurer la compatibilité avec le code existant. Et vous aurez la possibilité, du coup, d'omettre tous ces if différents nuls, if différents nuls, if différents nuls que vous écrivez partout dans votre code. Donc ça, c'était le point important et qui est le résultat de très très longues discussions depuis des années dans les équipes C#. Deux autres points pour finir. Default Interface Member et les streams asynchrones. Donc ceux-là assez faciles à comprendre. Ici, j'ai une interface que j'ai nommée, qui a deux méthodes. Et ici, la classe qui aimerait l'implémenter, default interface method. Donc là, évidemment, il me manque. Donc là, j'en ai implémenté qu'une des deux. Okay, il me manque l'implémentation de celle-ci. Encore une fois, je n'ai pas les binaires de test, mais je vais vous l'écrire symboliquement. Souvent, on s'est dit, ce serait pas mal que pour telle ou telle méthode de l'interface, j'ai une implémentation par défaut. Si vraiment on a à le faire aujourd'hui, on est obligé de faire une classe de base abstraite. Classe I base class abstract. Oh, abstract. Alors je vais même enlever le i parce qu'il n'est pas très normé. Et évidemment, j'ai mis le abstract au mauvais endroit. OK. On fait ça. Et là, ici, on a le choix de mettre un petit peu ce qu'on veut. Évidemment, ça reste une classe. Donc ça ne remplace pas complètement une interface. Et notamment, on ne pourra pas en mettre plusieurs, puisqu'on n'a pas d'héritage multiple en C#. Et bien du coup, on l'a rajouté, c'est déjà disponible dans quelques binaires. On va pouvoir, dans une interface, écrire une implémentation. Ça sous-entendra qu'il y aura un this. Donc là, il y aura une ruse au niveau de la compilation pour donner l'accès à this, qui n'a évidemment aucun sens d'une interface. Mais vous aurez la possibilité ici d'implémenter des méthodes et des propriétés, tout ce que vous pouvez écrire dans une interface, leur donner une implémentation par défaut qui sera surchargeable dans la classe qui implémente. Donc les classes qui implémentent pourront redonner une autre valeur à ces méthodes par défaut. Donc default méthode d'interface. Le dernier point, ce sont les streams asynchrones. Encore une fois ici, il y a des binaires là-dessus, c'était stable. Si vous jouez avec mais c'est très dur d'avoir tout ensemble dans un même Visual Studio. Donc là, je vais juste vous le commenter à nouveau. IEnumerable, tout le monde voit ce que c'est depuis C# 2, depuis le framework 2. Quand on écrit ça et qu'on se met à faire des yield return, je vais omettre ça pour le moment, le compilateur change complètement sa façon de compiler la méthode et il implémente un numérator qui sera repris par l'enumerable. Lorsqu'on écrit une méthode avec le mot-clé A5, ici, le compilateur change également complètement l'implémentation de la méthode pour faire une machine à état autour de la construction des await qui sont dans votre méthode. Ces deux constructions, elles sont assez complexes et aujourd'hui, on n'a pas de quoi les mixer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire
d'await dans une méthode qui est déjà dénaturée par un yield. Donc on va pouvoir le faire juste dans les futures versions, et on aura ici du coup la possibilité de mettre une énumération non, c'est pas ici, une énumération de task de int, et qui contiendra des await ici. D'accord? Et sur cette valeur ici, donc évidemment c'est souligné, pour celui qui consommera cette valeur, on ne sait pas trop encore où est-ce que sera placé le wait, soit ici, peu importe. Mais du coup, pour ceux qui connaissent bien les détails de l'énumérator, le move next, il sera awaitable. Donc le for each, quand il va boucler, quand il va attendre la valeur suivante, il va awaiter le move next et récupérer l'élément. Voilà, c'est un tour d'horizon un petit peu. Donc je vous ai fait des démos, parfois juste un peu symboliques pour vous montrer quelques évolutions, d'autres qui sont vraiment sur des plus grosses briques de l'arrivée de C# 8. Aujourd'hui, Roslyn, le compilateur est open source, il est sur GitHub. Si vous êtes curieux de suivre les évolutions, même juste lire les discussions qui s'y passent, ou pourquoi pas tester dans certains environnements toutes ces nouveautés, vous avez la possibilité de le faire, voire même d'y participer. Ok ? Voilà, il reste 10 minutes pour des questions-réponses. Je sais pas, on peut passer des micros ou, alors, j'ai une petite annonce à faire aussi, qui n'a rien à voir avec la session, mais on m'a demandé de la faire. Est-ce qu'il y en a qui ont joué au concours organisé par Onirix pour gagner un overboard? Alors, le gagnant est peut-être dans cette salle, et c'est moi qui ai l'honneur de l'annoncer, c'est Gaëtan Aerts. Vous pouvez applaudir. Alors, tu peux venir briller 5 minutes si tu veux, mais il faudra que tu ailles retirer, on ne savait pas si c'est dans cette salle ou pas, mais il faudra que tu ailles retirer l'overboard au stand. Voilà, tiens, je te donne ça, symboliquement. Merci. Bravo. Pour les questions-réponses, on peut en passer dans la salle ou ça passe? Oui. D'accord. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette session. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je suis ouvert pour quelques questions. On va en prendre quelques-unes au micro. Pour les plus timides, je sais comment c'est. À la fin, on peut discuter aussi autour de la table également. Merci d'avoir suivi cette session. Bon, bah pour les... Ah, il y a une question là-bas. Pour les chapeaux 1 que vous avez dit avec les arrêts, est-ce que ça marche aussi pour tous les array observable ou bien c'est juste avec les arrêts? Pour tous les observables? Oui, enfin pour tous les enumerable, pardon. Non. Non, parce que enumerable, c'est trop bas niveau. Il n'y a pas d'indexeur sur enumerable. Donc ça ne marchera pas sur les listes. Donc c'est e-collection à la rigueur. Ouais. Mais de toute façon, ça reprend un range. Hein. Donc sur enumerable, non, ça ne marche pas. Ok, ça va, merci. En plus, enumerable, c'est un curseur vers l'avant uniquement. Hein. Donc on ne peut pas se déplacer dedans. Avec un i, on peut aller où on veut, à n'importe quel moment. Quand vous faites de la déconstruction d'objets... vous êtes où? Oui, bonjour. Quand vous faites de la déconstruction d'objets avec des structures que vous faites vous-même, si vous ne précisez pas dans le retour quel est le nom d'argument qui va venir, donc, je ne comprends pas dans quel ordre vous allez vérifier quel argument va dans quelle variable. Oui, vous basez seulement sur le constructeur? Non, c'est sur l'ordre de la méthode de déconstruction. Donc c'était ici, le déconstruct. Donc il vous faut connaître cet ordre. En plus, il n'y a pas d'intelligence, puisque ce sont des valeurs de sortie. Encore, quand on fait parenthèse, on a l'aide. Mais là, il faut savoir ce que projette le déconstructeur. D'accord? Donc vous n'aurez pas d'aide là-dessus.
En effet, c'est à vous de... Il fait sa vie, mon PC. Il a envie de coder. Ah non, il s'est gaufré, non? Il s'est gaufré, voilà. Voilà, donc c'est à vous de... Alors, vous pouvez... Ça se passe pas bien? Si. Oui, ça reste dans une autre classe. Voilà. D'autant plus que vous avez le droit d'en écrire plusieurs. Donc non seulement je vous dis que je ne vous aide pas, mais que ça peut être pire. D'accord? Vous avez la possibilité d'écrire plusieurs déconstructeurs. Vous serez limité évidemment dans les prototypes, mais avec ici un qui a deux wraps de sortie, un qui en a 3, un qui en a 4, etc. C'est à vous de connaître l'ordre. Donc voilà, une réponse un petit peu dure, mais... Une structure qu'on a déjà fait, qui existe déjà et qui a la méthode déconstruct, si on passe à C#, ça ne marchera plus alors. Oui, alors il peut y avoir des conflits en effet. Donc le déconstruct, c'est un petit peu comme le wildcard que j'ai utilisé. Le underscore est un nom valide de variable, donc il peut être déjà utilisé également. Dans ce cas-là, vous aurez un conflit d'écriture. Merci. Et j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble même que les fonctions de déconstruction peuvent être écrites de manière par extension. Donc si la classe n'est pas écrite par vous, vous n'avez pas le source, vous pouvez écrire dans les méthodes d'extension la déconstruction de this sur l'objet, out les valeurs, et dans le scope, comme toutes les méthodes d'extension, si vous avez des lignes qui sont dans le scope, elles pourront bénéficier de cette déconstruction. Oui. Juste une petite question comme ça par rapport au span. Est-ce qu'on peut en créer en read-only? Je sais pas. Je me demande s'il n'y a pas une version. Alors ça, c'était où? C'était dans l'autre Visual Studio qui n'a pas planté. Aspan. Alors, le Aspan, on peut faire new span aussi. Hein. Read-only span. Voilà. Il me semblait l'avoir vu quelque part. Donc si je fais de array, alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas la méthode d'extension visiblement. Mais si vous le faites ici par le new, vous avez une autre version qui est read-only. Ok, c'est bon. Merci à vous. S'il y a les petits timides dont je parlais tout à l'heure qui veulent venir discuter encore un peu ici, il n'y a pas de souci.